La vie en bleu. Demandez le menu. Le menu, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit bien sain. Et pour ça, j'ai fait appel à Sylvie Keller qui est avec nous. Merci de nous retrouver. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes au Loubata, c'est un endroit qui fait un peu rêver quand même. Moi, je trouve, à chaque fois que je vais sur le site pour regarder, j'y suis jamais allé physiquement. Bon là, évidemment, vous êtes un peu en panne en ce moment puisque, comme tout le monde, c'est une salle où vous pouvez retrouver des gens. Donc, c'est un écogîte pleine forêt et le centre est fermé, effectivement. Le centre est fermé. On n'accueille pas en ce moment. Vous êtes chef là-bas et vous avez une démarche attentive à la nutrition. Vous avez fait de la cuisine nourricière. Oui. C'est votre truc à vous. Et enfin à plein de gens, mais à vous en particulier. Vous faites très attention au bio, au côté qu'est-ce qu'on met dans son corps en fait. Et en plus de ça, vous êtes attentive aux bactéries, aux dangers, parce que évidemment manger, c'est mettre quelque chose dans son corps, ça peut être dangereux. Et vous formez les gens à oui. ça. Donc je suis cuisinière formatrice, notamment à l'hygiène en cuisine. Ouais. Et l'hygiène, tout l'aspect réglementation, mais aussi le fait d'adapter l'hygiène aux situations d'animation, puisque il y a des gens qui font des ateliers cuisine, des gens qui font à manger dans la rue, dans des épiceries solidaires, etc. Toutes ces situations de cuisine, on va dire insolites, il faut les sécuriser avec des notions d'hygiène et de microbiologie justement. Ouais. Ce sujet dont vous parlez aujourd'hui. Exactement. Et on se pose une question depuis tout à l'heure. Les pros, ils doivent laver leur frigo à quel rythme normalement ? Ça dépend la fréquence. Il y a pas, on nous dit pas, il faut faire une fois par semaine. D'accord. Mais dans une utilisation classique d'une cuisine professionnelle, on va laver son frigo une fois par semaine. D'accord, voilà. C'est bien ce qui m'avait semblé. Et finalement, c'est un réflexe que nous, on n'a pas du tout dans les maisons. Laver le frigo, c'est un truc qui vient vraiment en dernier. Et c'est un mauvais réflexe, ça, pour le coup. Vous nous expliquerez tout à l'heure les différentes méthodes pour conserver, la fermentation, etc. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Et si vous avez, vous, des recettes, on va vous en proposer. France Bleu Vaucluse. La vie en bleu. Le défi du jour. Non, on va vous permettre de nous en proposer. Si vous avez envie, par exemple, de nous dire comment vous faites pour conserver, alors par exemple le pistou, c'est une façon de conserver le basilic pour les Italiens, les antipastes, souvent ils font ça dans l'huile. Vous nous direz si c'est bien ou pas d'ailleurs, le moyen de bien y arriver ou pas. Mais si vous avez une recette traditionnelle que vous avez envie de partager avec nous, parce que ça donne des résultats, la charcuterie elle est née de l'idée de conserver la viande finalement. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 04 90 14 04 04. On fait la cuisine ensemble ce matin. France Bleu Vaucluse. La vie en bleu. Par ici les bons produits. Par ici les bons produits. Les bons produits, Sylvie Keller, vous êtes venue avec les coordonnées d'Héloïse. Je rappelle que vous, Sylvie, vous êtes chef au Loubatas et non loin de chez vous, il y a Héloïse donc qui est au téléphone. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes productrice, qu'est-ce que vous produisez ? Je produis des fruits et des légumes en agroforesterie à Pérol-en-Provence. Donc, je suis axée sur des variétés anciennes provençales. D'accord. Et vous travaillez aussi ces produits pour les conserver, me disait Sylvie hors antenne. Oui, tout à fait, afin de limiter un petit peu les pertes en plein été quand il y a énormément de volume, et également pour pouvoir proposer des goûts et des saveurs d'antan. On transforme les produits sous forme de sirop, de compote, de confiture, de vin de sureau, voilà, des recettes traditionnelles et goûteuses qui permettent de faire redécouvrir ces saveurs de fruits qui sont parfois fragiles et qu'on ne peut pas trop transporter, manipuler. Donc voilà, l'objectif est vraiment de reconnecter les Provençaux avec leur patrimoine naturel. Bien sûr. Alors on parlait de tradition dans les recettes, c'est-à-dire que vous avez appris à conserver avec des recettes ancestrales, c'est ça ? Oui, tout à fait. Des recettes de famille qui ont été adaptées, bien sûr, pour répondre aux normes sanitaires, aux normes d'hygiène modernes, mais qui sont fabriquées en petite quantité pour privilégier le goût et avec des moyens traditionnels, mais avec des méthodes de stérilisation qui permettent d'éviter d'ajouter des adjuvants qui ne seraient pas naturels, mais qui permettent de conserver de façon tout à fait naturelle ces éléments transformés. Vous êtes agricultrice, les microbes, il y en a des gentils avec vous quand même. Tout à fait, il y a des gentils microbes. En fait, c'est exactement au niveau du sol, on retrouve les mêmes mécanismes que dans notre propre corps. On a des millions et des millions de micro-organismes dans le sol.
des bons et des moins bons. La bonne nouvelle, c'est que les bons, ceux qui nous intéressent, ont également un rôle de régulation du moment qu'ils sont en quantité suffisante présents dans le sol. Ils jouent vraiment un rôle de régulation. Ils jouent un rôle très large dans les fonctions fondamentales du sol. Ils dégradent la matière organique, puisque les plantes se nourrissent de matière organique. Oui. Mais cette matière organique doit être digérée avant que les plantes puissent en bénéficier. Et ça, c'est vraiment le rôle des bactéries dans le sol. Tout comme dans notre propre estomac, c'est notre système digestif fait exactement la même chose pour qu'on puisse profiter de tout ce qu'on mange. Il y a une vraie fraternité entre tout ça, en fait. C'est joli. Tout à fait. C'est beau de regarder ce cycle-là avec ce regard de... c'est bien aussi ce côté moderne aujourd'hui où on a compris tout ça. On arrive à l'observer. Avant, on le faisait peut-être après avoir fait des expériences et en ayant éliminé les échecs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce regard où on voit le cirque, la circulation en fait de tout ça. C'est très beau. Héloïse, vous en êtes où vous aujourd'hui avec le confinement? Vous livrez? Vous faites des paniers emportés? Je m'adapte. Je fais de la vente à la ferme 2 fois par semaine, tous les mercredis et samedis de 17h à 20h. Je mets en place également récemment un système de click and collect et un système de livraison à domicile où les personnes peuvent acheter leurs légumes, composer leur panier sur le site internet de la ferme. Et puis allez-y, donnez-nous votre site internet, comme ça tout le monde l'aura. Alors c'est Cabanon de Sampeyre, tout attaché, cabanondesampeyre.com. D'accord, cabanondesampeyre.com, tout simplement. N'hésitez pas, vous aussi, je le disais tout à l'heure à l'antenne, on a une carte interactive, bien sûr, l'accès est totalement gratuit pour tous ceux qui produisent sur le site internet de France Bleu, à francebleu.fr. Si vous tapez dans Google carte interactive confinement, vous allez retrouver très, très facilement ça, et vous pouvez vous y mettre, ça vous fera un accès en plus, en tout cas, pour pouvoir commercialiser vos produits. Ça va, tout va bien pour vous? Vous arrivez quand même à vous en sortir? Mais on fait ce qu'il faut. De toute façon, il faut avancer, il faut continuer. Et les gens se régalent et c'est ce qui nous pousse vraiment à continuer. C'est régaler les gens et faire ce qui nous passionne également. Voilà. Super. Merci mille fois. Des produits sains. Merci. Héloïse, de faire des produits sains déjà et que cuisine sûrement Sylvie, elle va nous le dire tout à l'heure. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage, à bientôt. Prenez soin de vous. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Oui, parce que j'imagine, au revoir, pas très loin du Loubatas. Donc forcément, vous cuisinez ces produits et vous allez nous parler justement de conservation, de transformation. On est dans une période où on est entre 2 saisons. Il y a encore un petit peu de... Moi, j'avais un énorme pied de basilic dans le jardin. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous allez nous expliquer ça. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler au 04 90 14 04 04 si vous souhaitez nous donner des recettes de conservation. On est en cuisine, Sylvie Keller, chef du Loubatas, donc cuisinière et formatrice aussi pour tout ce qui touche à l'hygiène alimentaire pour les restaurateurs. Il y a un diplôme, c'est ça, quand on est chef, on est obligé de... C'est pas un diplôme, c'est une certification qu'on appelle certification HACCP pour les professionnels. D'accord. Voilà, c'est une méthodologie pour mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène adaptées à son établissement, qu'on soit un restaurant commercial ou une restauration collective. C'est ça. Et c'est long à passer? Non, c'est 2 fois 7 heures, c'est 14 heures. On devrait passer presque ça à tout le monde, en fait, non? Moi, je trouve que oui. Tout le monde devrait le passer, c'est génial. Bah oui, c'est un vrai, une vraie évolution, en fait. Bon, on a Francine au téléphone. Bonjour, Francine. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Vaucluse. Vous êtes à Malaucène? Oui. Et vous aimez les plantes aromatiques provençales et vous avez envie de les conserver? Alors, je les fais, je les conserve. J'en ai tout de suite derrière chez moi, oui. Mais je les conserve quand même parce que l'hiver, c'est bien de ne pas aller courir dans le bois pour aller chercher des plantes. Oui. Donc c'est tout le même principe, je veux dire ce que je fais. Là. Le basilic, la verveine, le thym, le romarin, la sauge et le laurier. Le laurier et l'arbre, c'est pas la peine. Bon, ceux qui n'en ont pas, ils peuvent faire. Donc je les fais sécher dans un plateau, je coupe comme si c'était des bouquets de fleurs. Ouais. On fait sécher dans un plateau, il ne faut pas tellement de temps si on les laisse à un endroit sec et chaud. Il faut à peu près 15 jours, ça se déshydrate. Et ça, après, je prends les petites feuilles, j'enlève les grosses tiges, évidemment, et je les mets dans le petit moulin à hypersil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. À hypersil. Donc, je mixe ça, et ça fait de la poudre, donc. Et après, je mets chaque catégorie dans un pot. Bah oui. Et je pense tout le temps ça pour cuisiner, c'est très pratique.
Et puis ça tient pas de place parce que ça réduit Le volume, bien sûr. produit, le volume. Voilà. Super, une façon ça fait partie des façons de conserver. Merci beaucoup pour ce petit coup de fil, Francine. C'est vrai que bon, les plantes, il n'y a pas trop de risques en même temps, Sylvie. À bientôt, Francine. Hein. Au revoir. On vous embrasse, merci. Il n'y a pas trop de risques sur des plantes asséchées comme ça? Non, il n'y a pas trop de risques. Il y a des précautions à prendre, notamment au moment de la cueillette, d'éviter les bords de route, d'éviter des zones où on sait qu'il y a énormément de chiens qui viennent là, faire leurs besoins. Ouais. Donc, c'est plutôt là-dessus, au moment de la cueillette, qu'il faudra être vigilant. Et du moment de la journée où on cueille. Si c'est le matin après la rosée, votre herbe aromatique va être chargée d'humidité. Et le risque, c'est que ça moisisse. D'accord. Alors des fois ça se voit, on a loupé notre récolte, et des fois ça se voit pas, donc faut faire attention à ça et bien l'étaler comme nous l'a dit Francine. Oui, Francine. Donc de bien étaler ça sur un plateau dans un espace ventilé, plutôt chaud, en évitant le soleil directement sur la plante aromatique parce que ça pourrait l'abîmer, l'agresser. Alors, puisqu'on est dans le séchage, hein, voilà, c'est une des méthodes de conservation. Tout à fait. On sèche, bien sûr, les viandes, on pense aux charcuteries, tout ça, mais pas que. Hein, les tomates séchées, par exemple, en Italie, c'est très connu. Et c'est quoi le principe et l'idée, en fait? Parce que le principe, c'est de déshydrater le produit. Enlever l'eau. Donc grâce à l'action de la chaleur et de l'air sec, en fait. Mais ça empêche les bactéries de se développer. Ah oui, alors il faut savoir que les micro-organismes en général, donc micro-organismes, c'est la grande famille. Dedans, il y a les bactéries, les virus, les algues microscopiques, les protozoaires, etc. Donc les micro-organismes, en fait, se développent, c'est comme nous, ils ont besoin d'eau, d'aliments, de chaleur et d'une ambiance pas trop acide. D'accord. Donc un pH neutre. À ce moment-là, si toutes ces conditions sont réunies, ils font la fête. C'est la fiesta, c'est guinguette. C'est voilà. Donc on va enlever l'eau et déjà ça va nous épargner un bon nombre de micro-organismes. Donc là, c'est pour tout ce qui est végétal, il n'y a pas trop de risque, comme vous le dites, on va le voir en fait si c'est raté. Non, alors il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. L'idée c'est de limiter les risques, de les minimiser, mais il y a toujours un risque. D'accord. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a peut-être eu un renard qui a uriné bien sûr, sur cette plante. Donc c'est plutôt en amont qu'on va être prudent et on va se renseigner. Voilà. Et dans le geste lui-même qui consiste à faire sécher, on veut dire que là c'est pas très compliqué. Là, c'est avoir du matériel propre, en bon état, des ustensiles propres, des mains propres, qui font qu'on va du début à la fin avoir un produit dans de bonnes conditions sanitaires. Voilà, tout simplement. Et après, on peut se régaler avec en le réhydratant ou en le mettant directement, comme le faisait Francine, en poudre. Pour mettre direct dans sa cuisine. Voilà une première façon de conserver. On peut encore le faire parce qu'effectivement, on a encore quelques plantes aromatiques sympas dans le jardin. Voilà. Et on va continuer à en parler avec vous, Sylvie Keller, d'ici quelques minutes sur la conservation. Tous les parfums de la cuisine sont dans La Vie en Bleu. La Vie en Bleu. Sylvie Keller, vous êtes chef cuisinière du Loup Batas. Vous faites partie du mouvement de la cuisine nourricière. Vous êtes très attentive en tout cas à cette façon d'aborder la cuisine. Et donc aujourd'hui on parle de la conservation. Alors donnez-moi un petit peu la liste et les moyens qu'on a de conserver les aliments en dehors du frigo et de la congélation. Oui, alors il existe le saumurage. Donc c'est le fait de plonger des aliments dans une saumure, c'est-à-dire un mélange d'eau et de sel. D'accord. Avec un grammage particulier en fonction des recettes. Le confisage, là, c'est le sucre et l'eau. Est-ce qu'on fait avec les fruits confits? Les fruits confits, voilà. Le fumage ou la fumaison. Donc les saucisses de morteau, le filet mignon fumé qu'on peut trouver dans la salle. Il y a des jambons qui sont fumés aussi. Les jambons, voilà. Donc ça pareil, ça empêche les bactéries et ça permet de conserver. Juste parce qu'on l'a mis dans la fumée, c'est marrant. Alors, parce que on va diminuer la quantité d'eau présente. Toujours pareil. Toujours présente. Et qu'on atteint quand même un certain degré. D'accord. Voilà. Ça compte aussi en fait à la température. Compte aussi. D'accord. Le temps, la température, l'air et la présence d'eau. Le sel, quand on met les jambons, par exemple, ils sont crus. On met les jambons dans le sel. Ceux qui font des jambons qu'on appelle crus, en fait, ils sont cuits par le sel. Ils sont cuits par le sel. C'est un phénomène d'osmose. C'est le sel qu'on met autour qui va aller se mettre dans le jambon, remplacer l'eau présente dans le jambon par du sel. Et du coup,
conservation, puisque plus il y a plus d'eau. D'accord. Et attention, quand on a un gros jambon, cette année, si voilà le cochon a été gros, Oui. eh ben on va éviter de faire du jambon parce que le centre, l'os est trop loin Ah, et le sel n'a pas le temps d'atteindre le cœur du jambon. Ok. Et c'est là qu'on a des problèmes de Clostridium botulinum et autres bactéries pathogènes, donc celles qu'on n'aime pas. D'accord. Quand vous formez les professionnels de la cuisine, quelle que soit l'activité dans laquelle ils sont, c'est quoi qui les surprend le plus ? J'imagine il y a des... Parce que moi, voilà, je suis absolument pas professionnel, donc du coup il y a plein de choses que je connais pas. Alors ce qui les surprend le plus, c'est de la compréhension du monde des micro-organismes. C'est un monde invisible qu'on ne connaît pas du tout, et en fait c'est assez passionnant. Parce que on se rend compte que dans le monde du vivant, les bactéries, mais nous les humains, nous sommes tout petits par rapport à la quantité de bactéries et de voir le panel qu'il y a de bactéries, de la manière de se reproduire, tout ça c'est assez étonnant. Ouais, ça surprend et donc d'où l'intérêt de bien le connaître pour éviter d'attraper des maladies. Une fois qu'on comprend, on sait pourquoi on fait les choses et du coup on fait mieux les choses. Alors vous travaillez avec des producteurs qui sont autour de vous, le Batas. Vous faites des conserves vous-même, vous profitez de la belle saison par exemple pour faire vos coulis de tomates, etc. Quelle méthode vous utilisez ? Parce qu'on peut congeler un coulis de tomates ou pas ? Oh oui, on peut congeler bien sûr. Si on a un congélateur, de la place au congélateur, on peut congeler. C'est une super technique. Pour le coulis de tomate, on peut aussi se permettre de faire des bocaux. Alors à condition de ne mettre que de la tomate, puisque on va garder un milieu très très acide. Ouais. On va mettre le coulis de tomate bouillant dans un bocal, propre, bien sûr, fermé, mettre à l'envers, et ça va être une mise en bocal maison, sans stérilisateur, qui va fonctionner. Le simple fait de le mettre bouillant dedans, en fait. Et simplement le fait de dire on ne met que de la tomate. C'est-à-dire que si vous mettez des oignons, une courgette parce que vous avez une courgette, des épices, stop. Non, c'est 100% tomate. Là, oui, vous avez une garantie d'avoir un produit sain. D'accord. Et donc pas de sel non plus. Là vous faites un coulis pur tomate parce que avec sinon, la peau, pas la peau, c'est pas un problème. Ça c'est bon, pas de problème. Mais en gros, si vous voulez vous aventurer dans la conservation, dans les conserves, etc., il faut s'équiper d'un stérilisateur. D'un stérilisateur et à échelle professionnelle d'une autoclave. D'accord. Voilà. Et ça à la maison, on n'a pas. Non, on n'a pas. Mais c'est bien, c'est intéressant de se dire, tiens, juste en faisant bouillir ces tomates, en fait, faut les laisser bouillir un certain temps. Oui, le coulis, on laisse bouillir, on laisse bien bouillir 1 heure. Ensuite, on le mixe, on le relaisse encore bouillir. 2 heures en tout, ça suffira. C'est pas bien mal, mixé. Hop, on met en bocal, propre. Et c'est bon. Et c'est tout bon. Voilà comment faire son coulis de tomates si vous en avez encore. Moi, j'en avais encore il n'y a pas longtemps dans le jardin. Il y en a peut-être encore. C'est la seule, je dirais, c'est ça et la confiture. Ce sont les deux recettes qu'on pourrait conserver à la maison. Sans prendre de risque. Voilà, sans prendre de risque. Dans la confiture, à condition de respecter 50% de sucre, 50% de fruits. Si on commence à faire des compotes, des confipotes avec 20% de sucre, là, ça va pas le faire, ça marche pas. Merci. Sylvie Keller avec nous sur France Bleu Vaucluse. Vous avez envie de nous donner, vous, une recette, une façon de conserver ? N'hésitez pas, allez-y, appelez-nous. On la donnera à l'antenne ou même peut-être que vous pourrez passer avec nous. Toutes les saveurs du Vaucluse sont dans la vie en bleu. Eh oui, ces saveurs, on a envie de les garder puisque il y a des saisons où on a des produits comme, là je parlais du basilic et du pistou tout à l'heure. Le pistou, c'était une méthode en Italie pour conserver le basilic. Mais est-ce que, Sylvie Keller, on peut enfermer son pistou dans un bocal sans rien faire et puis le mettre sur une étagère ? Je dirais qu'il faudra éviter de faire ça parce que on a le risque de développer un Clostridium botulinum à l'intérieur. Il fait peur déjà avec son nom. Il fait très peur, voilà. Les symptômes vont jusqu'à la paralysie des muscles respiratoires. Ah oui, carrément. Donc et puis ça peut entraîner le décès également. D'accord, donc on l'aime pas. Le Clostridium botulinum, quand il est présent dans une conserve, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Ok. Donc c'est important sur le pistou, l'exemple du pistou, je vous conseillerais plutôt de le congeler, de faire votre super pistou, le répartir dans des pots et le mettre au congélateur et de le sortir à votre guise. Au rythme, fait. Quand vous en avez besoin. Des besoins. Tiens, parlons justement du froid alors, parce que tout à l'heure on parlait du frigo, faut le laver régulièrement. C'est bien aussi de mettre dans des
de séparer les aliments Oui, dans des... tout simplement de les mettre dans des boîtes hermétiques. C'est ça. Pourquoi ? Parce que on sait que les micro-organismes aiment l'eau, l'air, les aliments, un pH neutre. Donc, on va éviter de les mettre à tout vent dans le frigo. Donc, c'est pour ça qu'on couvre et qu'on... C'est bien de couvrir et de mettre soit de fermer avec un film, soit etc. de filmer au frigo. Alors, le froid, si je fais, je sais pas moi, une daube par exemple, ou une blanquette, évidemment j'en ai fait trop, donc je vais la conserver combien de temps ? Alors là, vous pouvez la conserver donc 3 jours. On conserve 3 jours. Et si vous en avez fait trop, c'est super, vous allez pouvoir en remanger. Oui. Mais l'essentiel, c'est de le refroidir assez rapidement après que vous l'ayez mangé la première fois. Donc vous pouvez l'étaler dans un grand plat. Ça refroidit assez vite. Et ensuite, la mettre dans une boîte hermétique au frigo et vous la gardez 3 jours. Parce qu'il y a une fourchette de température dans laquelle les bactéries se développent le plus vite. Exactement. C'est quelle fourchette pour qu'on sache à peu près ? Alors, les micro-organismes se développent entre 10 et 55 degrés. En gros, il y a des bactéries mésophiles, psychotrophes, etc. Des noms très bizarres c'est les bactéries qui aiment telle ou telle température. Il y a tout un panel. Ça va du négatif au très positif. Mais celle où il y a toutes les bactéries réunies, c'est de 10 à 55 degrés. Donc on va le plus vite possible. Il faut y aller le plus vite possible. Donc on ne laisse pas traîner un plat tout l'après-midi. D'où les cellules de refroidissement pour les professionnels qui font des traiteurs, des choses comme ça. Ils font descendre très vite la température. Donc eux, c'est carrément rentré dans la réglementation. On se doit de refroidir en moins de 2 heures. D'accord. Super. On y revient dans quelques minutes, mais on apprend plein de trucs en tout cas. Merci Sylvie. La vie en bleu. On passe à table. On passe à table. Le temps passe, on pourrait parler de plein de choses sur la prévention des problèmes liés à l'hygiène dans la cuisine. Et Sylvie Keller, c'est vraiment votre truc. Je rappelle que vous êtes chef au Loup Batasse. Donc vous cuisinez. Le principe, c'est une fois qu'on a tout compris, c'est de s'éclater. C'est quand même de se faire plaisir. L'idée, c'est de faire une très très bonne cuisine comme on la souhaite, mais avec une sécurité sanitaire. Et vous disiez, le temps passe. Oui, tout à fait, le temps passe. Et la charge microbienne augmente. Parce que, figurez-vous qu'une bactérie grossit. Donc une bactérie se divise en 2 toutes les 20 minutes. D'accord. Donc au bout de 40 minutes, on en a donc 4. Au bout d'1 heure, on en a 8. Au bout de 6 heures, on a la population parisienne. Et au bout de 9 heures, l'équivalent de la population française. C'est pour ça qu'on nous dit, lavez-vous les mains régulièrement. C'est très important. Et surtout de se laver les mains en passant partout, au poignet, entre les doigts, etc. Oui, bien sûr. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Quoi que vous fassissiez, on se met à faire à manger, on se lave les mains. C'est ça. C'est la base. Et particulièrement dans cette période où on parle, il y a le masque, toucher dans son coude, etc. Mais le lavage des mains, on sait que c'est un des moyens vraiment efficaces pour lutter contre la transmission de virus. On n'a pas parlé des œufs. Et les œufs, il faut y faire attention. Quand on cuisine avec des œufs crus, ça se garde pas très longtemps. Non, alors voilà. Quand on fait de la pâtisserie. L'œuf sort du cloaque de la poule, c'est-à-dire qu'elle sort de son intestin, et les intestins des animaux sont chargés en salmonelle, une des bactéries plutôt pathogènes quand elle se développe et qu'elle prolifère. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut casser les œufs et se laver les mains juste après. Et ensuite, qu'on va éviter de faire une préparation à base d'œufs crus si on ne peut pas la garder au frais derrière, ou si on est face à un public très fragilisé, malade, immunodéprimé, ou des femmes enceintes, ou des personnes âgées, fragiles. On va éviter l'œuf cru. D'accord. Au cas où il y ait eu prolifération de salmonelle. Est-ce qu'on le met au frigo pour le conserver ou est-ce qu'on le laisse dehors ? Parce que dans les magasins, ils sont dehors. Alors, les œufs sont dehors au magasin parce que du moment qu'on les met au frais, quand on les sort, ils vont transpirer. Vous voyez cette petite perle d'eau que ça fait sur l'œuf quand il sort du frigo ? Eh bien, ces petites perles d'eau, ça va casser la barrière de protection de l'œuf. Parce que à l'intérieur, il est stérile, il est tout propre. Mais si on casse la barrière protectrice, un espèce de vernis, eh bien là, on va contaminer l'œuf. Donc il faut choisir. Soit vous le gardez au sec, aux œufs, soit vous les mettez au frais, et alors vous ne sortez que ce dont vous avez besoin. Si je fais des îles flottantes, donc il y a une partie du blanc qui est cru, parce qu'il est monté en neige. Oui. Est-ce que je peux les conserver je peux le conserver au frigo combien de temps ? 3 jours, là, c'est 3 jours. Alors, sachez, parce que le jaune est cuit, c'est ça ? Non, c'est tout simplement déjà sur l'île flottante, vos blancs en neige, ils vont cuire. Soit vous le faites cuire sur un bain de lait, soit sur un bain d'eau bouillante. Donc là, ça cuit. Il coagule. On est vraiment sur la coagulation du blanc d'œuf, c'est 80 degrés environ. Oui.
Et le jaune d'œuf dans la crème anglaise, on va monter. Donc lui, c'est 72 dans ces eaux-là. 62, je sais plus. Et en tout cas, donc là, on fait cuire très lentement, ce qui fait qu'on n'a pas de grumeaux, mais le jaune est quand même cuit. Mais si c'était pas cuit, le mousse au chocolat, par exemple, si on fait tout cru, donc là, faut le manger dans la journée ou on peut le garder un jour ou deux. L'idéal, c'est plutôt dans les 2 jours. Dans les 2 jours. Voilà. Si vous le mettez dans un petit pot avec un couvercle. Super. Pas à l'air libre, encore une fois. Merci pas à l'air beaucoup. Libre. Merci 1000 fois, Sylvie. Vous nous avez donné vraiment plein de petites astuces. Et c'est important, voilà, pour tout le monde d'aller se renseigner sur Internet. Il y a de nombreuses informations sur les températures. Les méthodes de conservation, de pas jouer à l'apprenti chimiste, parce que voilà, vous nous donnez un exemple tout à l'heure, quand on a les poumons qui se bloquent, etc., on n'a pas envie, hein. Donc on fait bien attention. On vous retrouve dès que le confinement vous permettra de retrouver votre activité, bien sûr au printemps, tout le monde l'espère, ce serait quand même terrible. Le Loup Batasse, vous allez sur Internet, vous verrez tout ce que vous faites, c'est vraiment sympa, et vous allez pouvoir retourner à vos fourneaux. Oui. Et d'ailleurs, sur le Facebook du Loup Batasse, vous pouvez trouver, si vous cherchez dans les photos, il y a comment faire les yaourts sans électricité. Donc les yaourts, c'est simple, hein, on utilise les bactéries lactiques présentes dans un yaourt existant, on le met dans le lait et on va faire fermenter ça. D'accord. Et ça nous fait des yaourts. C'est génial. Sans électricité, sans yaourtière, avec juste une vieille glacière, un vieux duvet. Vous avez tout en photo sur le Facebook du Loup Batasse. Merci beaucoup Sylvie Keller. Merci pour le kéfir que vous nous avez amené, qui est une boisson qui est trop bonne. Du Caucase, ancestrale, qui permet de réensemencer la flore intestinale. C'est un mélange de bactéries lactiques et de levure, et qu'on fait fermenter avec de l'eau sucrée, un peu de citron, une figue sèche. Et c'est super bon, on dirait du champagne. Santé à tous. C'est vrai. Santé. Merci beaucoup Sylvie. Bon retour.